Alors, pour le cours de mardi 18 janvier, pour ceux qui sont en distanciel, donc on avait terminé, on est toujours dans le chapitre grand 4 sur l'électromagnétisme en régime quasi-stationnaire, donc un régime qui est variable mais pas trop, c'est-à-dire un régime dans lequel on va pouvoir négliger le retard dû à la propagation des photons, donc le retard dû à la propagation de l'information, de l'interaction électromagnétique, mais ça reste néanmoins un régime variable. Alors, on a vu que ce qui était intéressant, c'est qu'une seule équation de Maxwell était modifiée, c'est l'équation de Maxwell-Ampère. On néglige effectivement le deuxième terme, epsilon 0 d2 sur dt devant J. Et puis, on a surtout l'équation de Maxwell-Faraday qui caractérise le couplage entre le champ électrique et le champ magnétique. C'est néanmoins un régime variable. Et la fameuse loi de Faraday qui en découle. Alors, après le troisièmement, où on a abordé un exemple concret de calcul de champ électrique produit par des courants, il ne faut pas être surpris, en régime variable, tout est source pour le champ électrique, les charges bien sûr, mais aussi les courants. Et le bon exemple, et c'est un des rares exemples d'ailleurs que vous rencontrez concrètement au concours, c'est le cas donc du solénoïde parcouru par un courant variable qui produit du champ électrique. On a vu qu'en mettant donc un métal à l'intérieur de ce solénoïde, on pouvait produire des courants induits qu'on appelle courants de Foucault, donc de l'effet Joule, et donc chauffer le métal jusqu'à le fondre. Et c'était aussi donc le principe du fonctionnement des plaques à induction, en tout cas comment on arrive à chauffer les aliments dans une casserole. En fait, c'est le fond de la casserole qui est directement chauffé par effet Joule, par des courants de Foucault. Nous allons passer maintenant au quatrièmement, toujours dans ce chapitre. On va bien sûr parler de l'énergie magnétique. Alors, on a parlé déjà de l'énergie électrique que l'on a caractérisée avec le condensateur. On pouvait donc stocker de l'énergie électromagnétique sous forme d'énergie électrique, sous forme de champ électrique dans un condensateur. Évidemment, on va voir la même chose pour le champ magnétique à l'intérieur des bobines notamment. Donc quatrièmement, énergie magnétique, petit a, le phénomène d'auto-induction. Alors c'est vrai qu'on va être un peu à cheval sur le programme de première année, l'induction de première année, et à cheval sur le programme de deuxième année. Alors la notion d'énergie magnétique, comme on va l'aborder, nous, ici, cette année, c'est vraiment sur le programme de deuxième année. Alors on imagine donc un solénoïde, supposé infini, donc suffisamment long, parcouru par un courant variable, on est dans la RQS, et on va définir ce qu'on appelle le flux magnétique propre, le flux propre. Donc c'est le flux du champ magnétique produit par le solénoïde tout seul à travers lui-même. Donc c'est assez simple ici, puisque le champ magnétique créé par un solénoïde considéré comme infini, il est nul à l'extérieur, il est uniforme à l'intérieur, il vaut mu0 ni. Donc on prend mu0 ni, le champ magnétique, multiplié par la surface d'une spire et multiplié par le nombre de spires. C'est ainsi qu'on a le flux propre, le flux magnétique propre produit par le solénoïde lui-même à travers lui-même. Pi a carré, c'est la surface d'une spire, et puis petit h, petit n, c'est le nombre de spires, parce que petit n, c'est le nombre de spires par unité de longueur. On a donc le flux propre. Et par définition, donc c'est bien la définition, on écrit que c'est égal à Li, avec I bien sûr le courant qui circule dans le circuit, et grand L, c'est la définition de l'inductance propre. On dit aussi l'auto-inductance, on dit aussi l'inductance, on dit aussi la self-inductance de ce circuit, de ce solénoïde. Voilà, l'inductance en Henry, que vous connaissez déjà bien sûr en électricité notamment. Et ça donnerait ici mu0, petit n carré, pi a carré h. Alors, en termes d'analyse dimensionnelle, on vérifie bien, puisque petit n c'est en mètre moins 2, on vérifie bien que mu0 c'est bien des Henry mètre moins 1. La perméabilité magnétique du vide qu'on a fait apparaître dans les équations de Maxwell, eh bien c'est bien des Henry mètre moins 1. C'est tout à fait cohérent ici, et elle intervient dans l'expression des inductances. Alors ensuite, ce circuit électrique, on peut bien sûr lui donner un schéma électrique équivalent que vous connaissez bien, qu'on utilise en électricité, avec I de T, grand L, donc l'inductance propre, le petit symbole, et puis U de T, la tension, la différence de potentiel en convention récepteur, aux bornes de ce circuit. Alors, on peut aussi donner un autre schéma électrique, puisqu'on peut dire que cette bobine se comporte comme un générateur, avec une FEM qu'on appelle petit e propre. Alors bien sûr, la FEM, elle est toujours orientée dans le sens du courant, sinon c'est pas une FEM, c'est une force contre-électromotrice, c'est autre chose, on n'en parle pas pour l'instant. Une FEM, c'est toujours défini dans le sens du courant, qu'elle soit positive ou négative, peu importe, c'est toujours défini dans le sens du courant. On en déduit donc que la tension U aux bornes de la bobine, c'est moins la FEM propre. Alors en effet, une bobine parcourue par du courant, eh bien, elle va se comporter comme un générateur. C'est comme si
on avait un générateur de FEM petit e, qui débite du courant I. La loi de Faraday, elle est universelle. Elle vous dit que la FEM qui apparaît donc dans un circuit par induction ou auto-induction ici, c'est moins dφ sur dt. Donc c'est moins la dérivée par rapport au temps du flux magnétique. Donc moins LDI sur dt. Et évidemment, vous allez retrouver U égale plus LDI sur dt, la relation que vous connaissez bien, pour caractériser électriquement le fonctionnement d'une bobine, donc d'une inductance, de manière générale, L, en convention récepteur. Donc on n'oublie pas que la bobine, elle est parcourue par du courant, elle va produire un champ magnétique à l'intérieur d'elle-même. Ce champ magnétique, il va être variable si le courant est variable, mu0 ni. Donc le flux magnétique va être variable, donc il y a un phénomène d'induction. Alors on parle d'auto-induction, puisque c'est le circuit lui-même qui induit lui-même la FEM. Donc on parle d'induction propre, d'auto-induction, mais ça reste de l'induction. Donc la loi de Faraday est applicable et on a bien utilisé petit e également dφ sur dt avec petit e la FEM. On parle de FEM d'auto-induction, de FEM propre. Alors bien sûr, il faut aller jusqu'au bout du raisonnement. La puissance instantanée à une date t en watts dans cette bobine, dans ce circuit, c'est U fois I, puisqu'on est en convention récepteur. Donc d sur dt de Li carré sur 2. On retrouve évidemment l'expression de l'énergie en joules stockée dans la bobine, qu'on peut appeler énergie magnétique, puisque ça revient effectivement au stockage d'un champ magnétique dans la bobine. On retrouve un demi de Li carré. Si je remplace L, l'inductance, par son expression, et si je développe un petit peu, je peux montrer que l'énergie stockée dans cette bobine, c'est son volume, pi a carré h, fois un terme. Et ce terme, mu0 ni au carré sur 2 mu0, c'est b carré sur 2 mu0, avec b le champ magnétique. Donc comme pour le stockage d'énergie dans un condensateur, on peut montrer que dans une bobine, on va stocker de l'énergie sous forme, grâce à la présence d'un champ magnétique. Et on appellera oméga mag, la densité volumique d'énergie magnétique, b carré sur 2 mu0, densité volumique d'énergie magnétique en joules mètre moins 3. Donc cette densité volumique multipliée par le volume, où elle existe, où le champ magnétique existe, c'est bien l'énergie totale, un demi de Li carré stocké dans la bobine. Donc ça c'est très important, ce terme, puisqu'il prouve que la présence d'un champ magnétique caractérise la présence d'une énergie, tout comme le champ électrique. Donc la présence d'un champ magnétique, localement, caractérise bien la présence, la disponibilité d'une énergie, une énergie locale, une énergie volumique, oméga mag, b carré sur 2 mu0. Alors attention aux deux expressions. Pour le champ électrique, c'est epsilon 0 carré sur 2. Pour le champ magnétique, c'est b carré sur 2 mu0. Là, le mu0 est au dénominateur, alors que le epsilon 0, il était au numérateur pour la densité volumique d'énergie électrique. On va pouvoir passer maintenant au petit b, l'induction mutuelle, le phénomène d'induction mutuelle. Alors à partir du moment où vous avez des circuits électriques en influence magnétique, c'est-à-dire des circuits électriques qui produisent du champ magnétique qui vient influencer, qui vient traverser un autre circuit électrique, on est dans ce qu'on appelle du couplage magnétique, de l'influence magnétique. Alors à votre niveau, on se considérera, on se limitera uniquement à deux circuits en influence magnétique. Il peut y en avoir 10, 15, 100 évidemment, mais on se limitera à deux circuits en influence magnétique, donc à deux circuits en couplage magnétique. Exemple, bien sûr, on développera ça un peu plus tard parce que c'est vraiment une partie importante de votre programme, le transformateur. Donc on considère qu'on a deux circuits, C1 et C2, deux circuits fixes parcourus par les courants I1 et I2 orientés. Et le circuit C1, il produit du champ magnétique. Alors c'est les lignes de champ rouge B1 que j'ai dessinées. Et le circuit C2, lui aussi, produit du champ magnétique, c'est les lignes de champ B2. Alors on voit que partiellement, on dira qu'alors il y a un couplage magnétique partiel. Certaines lignes de champ de C2 traversent C1 et réciproquement, certaines lignes de champ de C1 traversent C2. On est devant ce qu'on appelle un phénomène de couplage magnétique partiel. Alors le couplage magnétique parfait, total, c'est une autre histoire, on en parlera un petit peu plus tard. Puisque des lignes de champ magnétique de C1 traversent C2, on dit qu'il y a un flux magnétique de 1 dans 2, Φ1,2. Donc le flux magnétique créé par C1 dans C2, donc créé par les lignes de champ magnétique B1 à travers C2, et par définition du coefficient de mutuelle inductance, qu'on note grand M, coefficient de mutuelle inductance, et bien Φ1,2 c'est grand M I1. Alors pourquoi I1 Parce que Φ1,2 c'est le flux du champ magnétique B1 à travers C2, et B1 il est produit par I1. Donc MI1. Et de la même façon, phi de 1, le flux du champ magnétique créé par C2 à travers C1, on l'écrira phi de 1 égale MI2. Car phi de 1, c'est le flux magnétique créé par B2 à travers C1, et B2 est produit par I2. Et c'est le même coefficient M. Alors ça, c'est un théorème qui s'appelle le théorème de Neumann, qui n'est pas votre programme, qu'on ne démontrera pas, mais c'est bien le même coefficient de mutuelle inductance. Il y a un effet de réciprocité, si vous voulez.
Donc nous revoilà avec un flux magnétique. Alors je vous fais remarquer que la définition du flux magnétique propre, phi propre, c'était grand LI, et la définition d'un flux magnétique mutuel de 1 dans 2 ou de 2 dans 1, c'est grand M fois I. Donc évidemment que grand M, le coefficient de mutuelle inductance, il va être en Henry, comme L, l'inductance propre. Donc couplage magnétique, coefficient de mutuelle inductance en Henry, évidemment. Alors à la différence qu'un coefficient d'inductance propre grand L, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est forcément positif. Comme on peut le revoir ici, grand L, ce sera toujours strictement positif, ça dépend que des caractéristiques bien sûr du circuit. Un coefficient de mutuelle inductance, attention, c'est algébrique. Alors évidemment, ça va dépendre de la configuration euh, réciproque des circuits, ça va dépendre de la distance entre les circuits, hein, voilà, et puis bien sûr, ça va dépendre des caractéristiques de chaque circuit, mais ça va dépendre déjà, bien sûr, de la distance entre les circuits, de la position entre les deux circuits. Plus ils sont proches, plus M va être grand, plus ils sont éloignés, plus M va être petit. Mais ça reste quand même néanmoins algébrique. Alors l'explication, sans rentrer trop dans les détails pour l'instant, c'est que là, il y a deux orientations. C'est-à-dire que I1 et I2, je les ai orientés comme ça, mais j'aurais pu mettre I2 dans l'autre sens. Donc si vous mettez I2 dans l'autre sens, bah, à ce moment-là, vous changez le signe de M. Donc attention, l'inductance propre grand L, elle, son signe, il ne changera jamais, c'est toujours positif. Un coefficient de mutuelle inductance, ça va dépendre en fait de l'orientation des circuits. Donc là, je les ai orientés comme ceci, mais j'aurais très bien pu mettre I2 dans l'autre sens, ou alors I1 dans l'autre sens, et là, ça va modifier le signe, ça va modifier le signe de M. Donc M, c'est algébrique. Et sinon, M dépend évidemment de la disposition des deux circuits, donc c'est dépendant de la disposition des deux circuits. Alors le schéma électrique équivalent, il est assez simple, il s'inspire effectivement de celui du transformateur. On va dessiner donc les deux circuits d'abord. Alors dans le cas général, il y a un générateur de FEM grand E1, un vrai générateur, hein, une résistance R1, une inductance propre L1, et même chose pour l'autre circuit, un générateur, une résistance, une inductance. Les courants I1 et I2, qu'on a choisi d'orienter. Alors ensuite, pour montrer qu'il y a un couplage magnétique entre les deux circuits, on met une petite flèche comme ça avec le M, le quotient de mutuelle inductance, pour montrer qu'on est conscient qu'il y a un couplage, qu'il y a un effet entre les deux. Ensuite, le deuxième schéma électrique équivalent qui en découle, eh bien, on va oublier le petit coefficient M, la petite double flèche, mais par contre, on va placer les FEM induites. Car s'il y a un flux magnétique créé par une source extérieure qui traverse votre circuit, c'est qu'il y a une FEM induite. Il y a un flux magnétique variable, donc une FEM induite par l'autre circuit. On appelle alors petit e2,1 la FEM induite par le circuit 2 dans le circuit 1 et petit e1,2 la FEM induite créée par le circuit 1 dans le circuit 2. C'est comme si on rajoutait un générateur de FEM petit e. Voilà, comme si c'était un vrai générateur. Comme d'habitude, les FEM elles sont toujours orientées dans le sens du courant, donc pas d'ambiguïté. E1,2 dans le sens, alors là c'est une erreur, c'est I2, et E2,1 dans le sens de I1. Donc voilà, ça c'est le schéma électrique équivalent. En faisant apparaître les FEM induites, on ne met plus la petite double flèche, et on est conscient, c'est comme si on avait deux circuits entre guillemets indépendants, mais avec des FEM induites qui dépendent de l'autre circuit. Il n'y a plus qu'à appliquer les lois d'Émaille, donc dans le 1 et dans le 2. Donc je répète, attention ici c'est I2, hein, je ne peux pas modifier. Ensuite, la FEM induite E de 1, d'après la loi de Faraday, c'est moins d sur dt de phi de 1. Hein. La FEM induite de 2 dans 1, c'est moins la dérivée par rapport au temps du flux magnétique de 2 dans 1, donc du circuit 2 dans le circuit 1. On remplace donc moins m di2 sur dt, même chose, E1,2, moins d phi 1,2 sur dt, moins m di1 sur dt. Vous remplacez et vous obtenez donc ce qu'on appelle deux équations différentielles couplées. Donc les deux lois d'Émaille caractérisent deux équations différentielles couplées entre I1 et I2. Donc évidemment, sans douter, il y a bien un couplage entre I1 et I2. I1 dépend de I2, I2 dépend de I1, puisque les deux circuits ne sont pas indépendants, puisqu'ils sont en influence, en couplage magnétique. D'un point de vue énergétique, si on multiplie la première par I1, on va faire apparaître la puissance débitée par le générateur grand E1. Si on multiplie la deuxième par I2, on va faire apparaître la puissance débitée par le générateur grand E2. Et si on fait la somme, on va avoir la somme des puissances des générateurs en watts. Donc la puissance totale fournie par les générateurs égale, il suffit de développer le reste, R1I1 carré plus R2I2 carré, bon, c'est la puissance dissipée par effet Joule en chaleur, ça c'est logique, par la présence des résistances. Et les autres termes, on les met sous cette forme-là. Donc on aura D sur dt de L1I1 carré sur 2 plus L2I2 carré sur 2. Là on va retrouver l'énergie propre, l'énergie magnétique propre d'auto-induction de chaque circuit. Et il reste un terme, D sur dt de MI1I2. Alors on dira que l'ensemble, tout ça, c'est D sur dt de l'énergie magnétique totale. Et donc l'énergie magnétique totale en joules, c'est la somme de l'énergie magnétique propre, bien sûr, de chaque inductance propre de chaque circuit, plus un terme qu'on appelle l'énergie magnétique de couplage.
C'est-à-dire que lorsque des circuits sont couplés, il y a une énergie magnétique contenue dans le couplage. Alors, c'est facile à comprendre, hein, ça veut dire qu'il y a du champ magnétique B1 dans le circuit C2, du champ magnétique B2 dans le circuit C1, donc tout ça, qui dit champ magnétique, dit énergie. On a bien une énergie magnétique de couplage, qui vaut donc grand M I1 I2, avec grand M, donc le coefficient de mutuelle inductance. Alors, la remarque, c'est qu'une énergie magnétique, c'est toujours strictement positif. Alors, on le voit évidemment pour l'énergie magnétique propre, mais ce terme aussi, il est forcément strictement positif. Ça veut dire que grand M est algébrique, I1 est algébrique, I2 est algébrique. Mais le produit des trois, c'est forcément strictement positif. Alors, l'explication, c'est que la densité volumique d'énergie magnétique, je dis bien la densité volumique d'énergie magnétique, c'est B carré sur 2 mu 0 et intégré sur des taux, hein, c'est strictement positif B carré sur 2 mu 0. Donc une énergie magnétique, c'est strictement positif par unité de volume, donc forcément c'est positif si on intègre sur un volume. Alors on va poser grand X égale I1 sur I2, et donc on va faire le rapport énergie magnétique totale sur I2 carré. Donc il nous restera un demi de L1 x carré plus mx plus un demi de L2. Et ça, on sait que c'est forcément supérieur ou égal à 0, puisque l'énergie magnétique c'est positif, total, et I2 carré c'est positif. Alors c'est pas compliqué, on voit bien que c'est une parabole en x, hein, et que puisque c'est supérieur ou égal à 0, c'est que le sommet de la parabole, bah, soit il touche l'axe des abscisses, mais en tout cas il ne traversera pas. Ça revient à dire aussi que le discriminant m carré moins L1, L2 est forcément inférieur ou égal à 0, puisqu'il n'y a pas de solution à cette parabole égale 0. On en déduit donc une condition intéressante, qu'il faut absolument retenir et savoir redémontrer, c'est que grand M au carré, c'est inférieur ou égal à L1, L2. Donc grand M au carré, qui est donc forcément positif, c'est inférieur ou égal à L1, L2. C'est strictement inférieur lorsque le couplage magnétique est partiel, c'est-à-dire lorsqu'il y a des fuites magnétiques. Ça veut dire lorsque toutes les lignes de champ magnétique de C1 ne traversent pas C2 et réciproquement. Par contre, l'égalité, c'est-à-dire l'optimisation du couplage magnétique, on dit que le couplage magnétique est parfait, c'est lorsqu'il n'y a aucune fuite magnétique, c'est-à-dire que toutes les lignes de champ magnétique de C1 traversent C2 et réciproquement. Alors ça, on verra que c'est presque possible, idéalement, grâce à des matériaux qu'on appelle les matériaux ferromagnétiques et qu'on étudiera dans le dernier chapitre, le chapitre grand 5. Mais on verra que c'est possible. Donc voilà ce qu'on peut dire sur l'énergie magnétique dans la situation d'une inductance mutuelle, donc d'un couplage entre deux circuits. On n'ira pas au-delà des deux circuits. Alors, pour la suite du cours, donc... non, ça c'est pas ça. Je vais chercher le document, partie 2. Alors, pour la suite du cours de mardi 18 janvier, on va pouvoir maintenant passer au dernier chapitre. Bien sûr qu'on ne va pas aborder totalement dans cette séance, on poursuivra la séance d'après. Le dernier chapitre d'électromagnétisme, le chapitre grand 5, sur le ferromagnétisme et les transformateurs. Alors dans ce cours, on ne parlera pas encore des transformateurs, bien sûr, mais on présentera le phénomène du ferromagnétisme. Alors pour cela, petit 1, on va parler de ce qu'on appelle le dipôle magnétique. Alors on a déjà parlé du dipôle électrique, alors vous en avez entendu parler en première année, j'en ai un petit peu reparlé cette année. Un dipôle électrique, donc, c'est une distribution de charge électrique neutre, par exemple comme une molécule d'eau ou un atome, mais dans lequel le centre de gravité des charges positives et des charges négatives est décalé. Ça produit ce qu'on appelle un dipôle électrique, et un dipôle électrique, c'était une source de champ électrique. Et cette source de champ électrique caractérise ce qu'on appelle la polarisation d'un milieu. On dit que le milieu se polarise, et on a abordé ça avec les isolants à l'intérieur des condensateurs. Eh bien, en magnétisme, on a un peu le phénomène analogue, c'est le dipôle magnétique. Donc on va voir en effet qu'il existe un dispositif, une source de champ magnétique qu'on appelle dipôle magnétique. Donc c'est en effet une source particulière de champ magnétique caractérisée par son moment magnétique. Alors de la même façon qu'un dipôle électrique, il avait un moment dipolaire électrique, vous savez, le vecteur petit p, qui valait une charge fois une distance, en 2 bails, par exemple pour la molécule d'eau. Eh bien, un dipôle magnétique, il aura un moment magnétique qu'on notera vecteur petit m en ampères mètre carré. Alors, il y a une image intéressante à retenir, c'est qu'un dipôle magnétique, c'est assimilable. Alors, soit c'est vraiment ça, soit c'est comme si c'était ça, c'est assimilable à une boucle de courant. Donc, pour le dipôle magnétique, on peut imaginer donc une petite boucle de courant parcourue par un courant I en ampères avec une surface S. Et le moment magnétique de ce dipôle magnétique, c'est le courant fois la surface, et donc fois UZ, puisque c'est un vecteur. Ensuite,
Donc, à chaque fois qu'on parle de dipôle magnétique, alors bien sûr, toutes les sources de champs magnétiques ne sont pas des dipôles magnétiques, j'ai jamais dit ça, hein, mais de nombreuses sources de champs magnétiques peuvent être assimilées à des dipôles magnétiques. On peut faire comme si c'était un dipôle magnétique. Donc à ce moment-là, on fait comme si c'était une boucle de courant, avec un courant I, une surface S. Alors, les lignes de champ magnétique produites par un dipôle magnétique, elles sont effectivement très spécifiques aussi. On pourrait vous demander de faire un petit croquis, d'en dessiner quelques-unes. Je vous rappelle que les lignes de champ magnétique ne se coupent jamais, donc vous en avez une qui correspond à l'axe du dipôle magnétique, l'axe OZ. Puis ensuite, bon bah ça sort vers le haut, là où il y a la flèche, ça rentre vers le bas. Donc là, il y a une petite erreur, là j'ai fait des petites erreurs avec les flèches. Et puis sinon, si on va suffisamment loin, en fait, elles se referment. Elles se referment et elles reviennent les unes sur les autres. Alors évidemment, je crois que vous avez des schémas propres pour caractériser tout ça. Alors on verra bien sûr que la Terre est assimilable à un dipôle magnétique, un aimant aussi, un solénoïde aussi, voilà, c'est ça que je cherchais. Donc là, vous avez un dessin un petit peu plus propre. Alors, ils ont mis un M majuscule, mais bon, évidemment, c'est la même chose. Vous avez l'axe, vous avez le point O, et là, vous avez donc les lignes de champ magnétique produites par un dipôle magnétique sur un dessin un peu plus propre. Alors, on voit effectivement que elles se referment toujours sur elles-mêmes, les lignes de champ magnétique. Ça veut dire que celles-là, il faudrait un dessin plus grand, aller les chercher, elles vont aussi se refermer. Donc là, on a clairement donc vraiment les lignes de champ magnétique spécifiques d'un dipôle magnétique. Alors, concrètement, en effet, un petit aimant, c'est un aimant qui peut faire quelques centimètres de longueur, hein, donc un petit aimant droit est assimilable à un dipôle magnétique. C'est-à-dire que si expérimentalement on observe les lignes de champ magnétique produites par ce petit aimant, eh bien on va constater que ça ressemble, c'est quasiment la même cartographie des lignes de champ magnétique que le dipôle magnétique qu'on vient de voir. Alors en effet, si on regarde un petit aimant, voilà, les lignes de champ magnétique, effectivement, alors mis à part à l'intérieur du petit aimant, mais en tout cas les lignes de champ magnétique autour ressemblent évidemment aux lignes de champ magnétique d'un dipôle magnétique théorique, comme on vient de l'observer ici. Le solénoïde, même chose, bon évidemment à l'intérieur on sait ce qui se passe, mais un solénoïde qui n'est pas infini, hein, un solénoïde réel, il y a des effets de bord, et les effets de bord, si on regarde bien, ça ressemble beaucoup aussi aux lignes de champ magnétique d'un dipôle magnétique. La Terre, la planète Terre, pareil. Alors la planète Terre, effectivement, elle se comporte un peu comme un gros aimant, si vous voulez, mais on va retrouver pour les lignes de champ magnétique produites par la Terre, notamment celles qu'on appelle bouclier magnétique ceinture de Van Allen, ressemblent aussi étrangement à celles d'un dipôle magnétique. Alors, je vous rappelle que le pôle nord magnétique, c'est là où les lignes de champ sortent, et le pôle sud magnétique, c'est là où les lignes de champ rentrent, et que c'est inversé. Alors c'est pas tout à fait confondu, mais c'est inversé, puisque le pôle géographique nord, donc l'Arctique, est presque, pas tout à fait, mais presque confondu avec le pôle magnétique de l'hémisphère nord, voilà, c'est le pôle sud, et c'est le pôle nord géographique. Donc, les pôles magnétiques et les pôles géographiques pour la Terre sont inversés. J'en avais déjà parlé. Alors, pour un petit aimant, on peut aller jusqu'à des moments magnétiques de l'ordre de 10 ampères mètre carré. Alors, ça peut être un peu plus grand, un peu plus petit, bien sûr, hein, ça dépend de la nature du matériau. Les petits aimants, on va en parler, hein, ils sont conçus avec des matériaux ferromagnétiques, forcément, on en parlera bien sûr dans ce chapitre. Ensuite, on revient sur ce que j'ai dit. Donc, le pôle nord magnétique d'un dipôle magnétique, c'est là où ça sort, et le pôle sud magnétique, c'est là où ça rentre. Voilà, c'est une convention, hein, j'y peux rien, que l'on va conserver, qu'on va souvent rencontrer. La Terre, alors même chose, la Terre, on vient de voir que les lignes de champ magnétiques produites par la Terre ressemblent à celles d'un dipôle magnétique, donc on assimile la Terre à un dipôle magnétique. Et le pôle nord magnétique, il est situé en Arctique. Donc je dis une bêtise, c'est faux, je me suis trompé, c'est en Antarctique, pardon, on voit bien sur la photo. Et le pôle sud magnétique, c'est en Arctique. Je voulais dire, en fait, je suis allé trop vite, que le pôle nord magnétique, il est presque confondu avec le pôle sud géographique, et le pôle sud magnétique, il est confondu avec le pôle nord géographique. Donc là, c'est faux, hein, là j'ai inversé. Le moment magnétique de la Terre, c'est 8,7 10 puissance 22 ampères mètre carré. Évidemment, c'est gigantesque, hein. La Terre, c'est énorme, donc ça n'a rien à voir avec un petit aimant. Et pourtant, le champ magnétique produit à la surface de la Terre, il n'est pas très élevé, puisqu'il est de l'ordre de 10-5 Tesla, alors que le champ magnétique produit à proximité d'un petit aimant, il est de l'ordre de 1 Tesla. Ensuite, d'un point de vue plutôt microscopique, alors si on prend un atome de lithium,
Alors l'atome de lithium, c'est un atome particulier, évidemment, c'est un métal dont on parle beaucoup en ce moment parce que c'est un des métaux les plus légers, donc pour fabriquer les batteries de voitures notamment, il est très intéressant, pour faire les électrodes notamment. L'atome de lithium, il a la particularité d'avoir un électron célibataire sur sa couche externe, donc un électron qui est tout seul, c'est-à-dire qu'il a un spin non nul. Et les atomes qui ont des spins non nuls, ils ont la particularité effectivement de se comporter comme un dipôle magnétique, donc d'être une source de champ magnétique. Et le moment magnétique dit orbital de cet électron de spin, dit de cet électron célibataire, c'est à peu près 9,3 10 puissance moins 24 ampères mètre carré. Alors ce qui est un peu plus troublant, c'est le neutron. Alors le neutron, comme son nom l'indique, qui est une particule neutre, qui n'a pas de charge électrique, le neutron, il a aussi la particularité d'être une source de champ magnétique. Ça, on le sait depuis déjà pas mal d'années, c'est prouvé. Donc il se comporte lui aussi comme un dipôle magnétique, puisque ses lignes de champ magnétique ressemblent là aussi à celles d'un dipôle magnétique. Le neutron, c'est un dipôle magnétique, et son moment magnétique, effectivement, il est plus petit que celui de l'atome de lithium, hein, celui du spin d'un électron. Il n'y a pas d'électron, hein, bien sûr, dans le neutron. C'est 9,7 10 moins 27 ampères mètre carré. Alors, on est bien sûr sur des valeurs très faibles, mais c'est microscopique. Alors, c'est comme ça qu'on a eu l'idée que le neutron, il avait une sous-structure avec des quarks, et que la répartition des quarks, elle n'était pas à centre de gravité. Alors, le centre de gravité des charges négatives et des charges positives n'est pas confondu. Donc en fait, le neutron, il a une sous-structure avec un centre de gravité des charges moins et des charges plus qui est décalé. Le neutron, en fait, lui aussi, il a un spin. Si vous voulez, lui aussi, il tourne sur lui-même, si vous préférez, même si c'est une image classique qui n'est pas quantique. Et donc, il produit, c'est aussi une petite boucle de courant, donc, et il produit un moment magnétique. L'électron, c'est pareil, quand on dit qu'il a un spin, tout spin, on imagine qu'il tourne sur lui-même, même si c'est une image classique qui n'est pas réaliste par rapport à la physique quantique. Mais c'est comme si c'était une petite boucle de courant, l'électron, d'où là aussi la présence d'un dipôle magnétique. Alors comme on l'a vu sur le schéma, ça c'est pas à prendre par cœur, mais on peut vous proposer les expressions. Un dipôle magnétique va donc produire un champ magnétique dans tout l'espace. On vient de voir que le dipôle magnétique est une source particulière de champ magnétique et que ça permettait de modéliser le champ magnétique produit par la Terre, produit par un neutron, un atome de lithium, enfin en général les atomes avec des électrons célibataires, les petits aimants, donc ça c'est très intéressant, les vraies boucles de courant, parce que vous pouvez avoir juste une boucle de courant aussi, donc c'est une source très intéressante. Et mathématiquement, en coordonnées sphériques, ça s'exprime, le champ magnétique, le vecteur s'exprime de cette manière-là. On retrouve petit m, le moment magnétique bien sûr, et on a besoin des coordonnées petit r et θ sphériques. Attention ici, c'est la coordonnée θ sphérique, pas cylindrique, hein, avec UR et Uθ sphériques. On n'a pas représenté phi et uφ parce qu'il n'y a pas de composante selon uφ, et il n'y a pas de dépendance avec l'angle phi. Alors l'explication, c'est parce que les lignes de champ magnétique du dipôle magnétique, elles sont invariantes par rotation autour de OZ. Donc le schéma que vous faites ici, si vous le faites tourner autour de OZ, vous avez les lignes de champ magnétique en 3D dans tout l'espace. On n'en dira pas plus, on voit que ça varie en 1 sur r cube. Vous n'avez pas à connaître par cœur, bien sûr, ces expressions, elles vous sont fournies si nécessaire. Alors maintenant, les interactions. Alors évidemment, un dipôle magnétique, puisque c'est une source de champ magnétique, comme les charges électriques, comme les courants électriques, si vous voulez, ça va permettre d'interagir. Alors en effet, d'interagir avec d'autres sources. Alors on imagine des sources extérieures, par exemple des courants, qui produisent un champ magnétique extérieur, et notre dipôle magnétique, donc notre source de champ magnétique assimilable à un dipôle magnétique. Dans le cas général, les deux vecteurs sont donc décalés d'un angle alpha, et dans cette situation-là, donc le dipôle magnétique, par exemple si c'est un petit aimant, il va subir un couple en newton-mètre, donc le moment d'une action. Et c'est m vectoriel b extérieur. Il va subir une force en newton, c'est moins gradient d'une énergie potentielle. Donc en effet, la force magnétique subie par un dipôle magnétique de la part d'un champ magnétique extérieur créé par des sources extérieures, c'est une force conservative. Et l'énergie potentielle, c'est moins m scalaire b extérieur en joule. Et attention au signe moins. Alors, normalement, ces expressions-là ne sont pas exigibles. On doit normalement vous les rappeler dans l'énoncé. Alors, à l'écrit, c'est assez respecté, mais à l'oral, méfiez-vous. Hein. On essaiera de voir si par hasard, vous n'avez pas retenu l'expression. Donc, c'est ce qu'on appelle l'expression des actions ressenties, subies par un dipôle magnétique. Donc, un dipôle magnétique, évidemment, interagit avec les distributions de charge électrique, et donc interagit avec un champ magnétique extérieur créé par d'autres sources. Alors, on constate que, par exemple, si on prend deux petits aimants, avec pôle sud, pôle nord, pôle sud, le petit aimant numéro 1 qui produit le champ magnétique B1, le petit aimant numéro 2 qui produit le champ magnétique B2, eh bien on constate que si on met les deux pôles nord face à face, alors ça bien sûr vous avez tous fait l'expérience étant enfant, ils se repoussent, hein, donc il y a une répulsion,
Donc c'est là qu'on se rend compte que on va avoir même une répulsion qui peut être assez forte. Bah, l'explication, elle est assez simple ici. C'est parce qu'on est dans une situation où les deux petits aimants qui se comportent comme des dipôles magnétiques sont dans une situation où l'énergie potentielle, elle est minimale. Pourquoi? Parce que alpha égale 0. Alpha égale 0, mais M et B extérieur sont opposés.